Monsieur le Président, cher Nicolas Sarkozy, chère Constance, cher Jean-Marie, cher Claude, cher Nicolas Forissier, cher Nicolas Perruchot, à vous tous les parlementaires, tous les maires, vous êtes 51 maires de la circonscription à être venus ce soir et je vous en remercie. À tous les élus, et vous, chers Loiret-Chériens de Sologne, de la vallée de la Loire et de la vallée du Cher. À l'aube de cette année nouvelle, quelle fierté que de voir cette salle de la Pyramide, qui nous paraissait pourtant si immense lors de la première cérémonie de 2018, nous paraître aujourd'hui si petite. Vous êtes plus de 1000 Loiret-Chériens, 1000 visages, 1000 caractères avec lesquels j'ai tissé ce lien de confiance depuis si longtemps, nourri solidement par le mandat de député que vous m'avez confié et dont j'essaye chaque jour d'être digne. Depuis l'origine du monde, il est des femmes et des hommes qui changent votre vie. Et je ne peux commencer cette cérémonie sans vous dire l'honneur qui est le mien et qui est, je le sais, le vôtre, d'accueillir ici à Romorantin, au cœur de notre Sologne, un homme d'exception, un homme d'excellence, un homme d'État, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. C'était, cher Nicolas, il y a 10 ans. Pour notre première rencontre à l'Élysée, je me vois encore quitter ma Sologne au petit volant de ma voiture Citroën pour monter à Paris. J'entends encore crisser les pneus sur le gravier de la cour d'honneur de l'Élysée. Et mon cœur de jeune Français amoureux de son pays battre d'émotion à l'idée de vous rencontrer. Je me souviens comme si c'était hier de l'immense silence qui enveloppait le temps suspendu dans les minutes qui ont précédé notre rencontre, et donc l'un des grands tournants de ma vie. Je me souviens de votre regard bienveillant, de votre remarquable exigence, de votre énergie vitale, de votre charisme de tigre. Oui, des années après, de cette heure passée avec vous, résonne encore en moi le coup de foudre mêlé au coup de tonnerre. J'ai eu l'immense privilège de vous servir comme porte-parole et j'en suis fier. J'en suis fier parce que tout simplement pour moi, vous êtes le meilleur. Le meilleur président de ma génération. Le meilleur parce que vous aimez la France plus que tout. Parce que vous incarnez la persévérance, la force, la ténacité. Parce que vous m'avez enseigné que dans la vie, on apprend plus de ses échecs que de ses victoires. Parce que vous nous avez redonné la fierté d'être français. Avec vous, chanter la Marseillaise, vibrer devant le drapeau tricolore ou célébrer la grandeur de notre peuple sont redevenus possibles. Vous m'avez rappelé sans cesse que la vie n'a pas de sens sans engagement, que le service d'autrui comme de la patrie élève et rend plus grand. Vous m'avez appris que la pensée unique est une pensée pauvre et qu'il faut faire des lieux d'inconfort, d'anticonformisme et d'impertinence nos nouveaux royaumes. Vous m'avez appris qu'il ne faut jamais s'agenouiller devant le grand cirque des puissants et qu'il nous faut bien plutôt
être l'infatigable avocat des plus petits et des plus vulnérables. Vous m'avez appris à ne plus m'excuser de faire de la politique. Ah, la politique, ce gros mot pour ceux qui veulent que rien ne change. Ce gros mot pour les hommes bien nés qui n'ont pas besoin que tout change. Pour ma part, j'aime ce mot. Il est le mot ramassé, efficace et pourtant chantant de l'espérance. La politique, c'est un beau mot. C'est un mot grec. C'est un mot ancien qui évoque cet espace public que les dieux ont abandonné aux hommes. La politique, c'est l'art de changer la vie. La politique, c'est le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de faire, c'est le pouvoir de changer le sens de l'histoire. C'est le pouvoir d'échapper au déterminisme social, c'est le pouvoir de s'émanciper. Et c'est, plus que tout cela encore, le pouvoir d'aider les autres. La voilà, l'affaire de toute une vie. Alors oui, pour moi, cher Nicolas, et je le sais pour chacun d'entre nous, vous êtes si différents des autres hommes politiques. Quand ils renoncent, vous avancez. Quand ils ont peur, vous êtes courageux. Quand ils divisent, vous rassemblez. Quand ils se taisent, vous parlez. Quand ils ânonnent, vous parlez clair. Quand ils sont conservateurs, vous êtes sans cesse en mouvement. Quand ils veulent faire table rase, vous nous rappelez la force de nos racines et de notre histoire. Quand ils oublient la France, vous l'incarnez. Quand ils oublient l'Europe, vous voulez la rendre forte et fière aux yeux du monde. Quand ils oublient et quand ils méprisent la majorité silencieuse des Français, vous nous protégez. Oui, vous êtes différents. Et c'est pour cette raison que nous vous aimons. Depuis un peu plus de 2 ans, je suis député de Loir-et-Cher, votre député. Et j'essaye au quotidien de défendre nos valeurs et nos territoires. Nous avons organisé les forums des entreprises. Nous avons façonné le 500e anniversaire de la Renaissance, de la construction du château de Chambord et de la mort de Léonard de Vinci. Nous soutenons nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs, l'entreprise de Max Vaucher, de Rodolphe Delors et de tant d'autres. Nous avons, avec Nicolas Perruchot, investi pour que 100% des Loir-et-Chériens soient équipés en fibre optique à l'horizon 2022. Et plus récemment encore, nous avons fait voter une loi régionale qui s'applique depuis le 1er janvier dernier pour lutter contre la prolifération des grillages dans notre belle Sologne. Oui, je suis votre député et député de Loir-et-Cher. Mais je suis aussi député de la Nation. Chaque semaine, en menant avec moi à l'Assemblée nationale chacun de vos visages, de vos requêtes, de vos doléances, de vos inquiétudes, de vos colères et de vos espérances, j'essaye d'être digne d'être votre porte-parole. Au nom de l'affiliation intellectuelle et politique qui me lie pour toujours à vous, cher Nicolas, je veux que chacun ici comprenne combien chaque jour, du soir au matin et du matin au soir, j'essaye de me battre pour 3 valeurs essentielles. Pour vous d'abord, je veux être le député du travail. Je dédie cette cérémonie des vœux à tous les travailleurs, à tous les salariés, à tous les entrepreneurs, à tous les apprentis, à tous les retraités, à tous ceux qui travaillent, ont travaillé, veulent travailler. Comme Nicolas Sarkozy le fit en 2007, j'appelle la droite française à briser le tabou du travail et de sa récompense. La droite de demain devra être celle du travail et du pouvoir d'achat.
Comme le général de Gaulle qui créa l'intéressement et la participation, comme Jacques Chirac qui fonda sa campagne présidentielle sur la fracture sociale, comme Nicolas Sarkozy, bien sûr, plus que tout, qui inventa les heures supplémentaires défiscalisées. J'appelle la droite française à renoncer à son confort, ou même parfois à sa défaite de la pensée, à avoir l'audace de changer de logiciel, de sortir de sa seule logique comptable et de renouer avec le rêve français d'ascension sociale. Parce qu'en France, chère Loire-et-Chergui, les salaires ne sont pas trop hauts. En France, les salaires sont trop bas. Baisser les dépenses publiques sans augmenter les salaires, c'est injuste. Augmenter les salaires sans baisser les charges, c'est irresponsable. Nous pouvons éviter ces deux écueils en ayant l'audace de fonder une société nouvelle dans laquelle la loi de l'effort l'emporterait à nouveau sur la loi du plus fort. Je crois, vous le savez, en la méritocratie, qui n'est pas l'égalitarisme, qui n'est pas le nivellement par le bas, mais qui est le droit pour chacun de progresser selon son talent, de progresser pour vivre mieux que ses propres parents, vivre mieux pour offrir mieux à ses propres enfants. Et ce rêve français est aujourd'hui brisé. Je veux tourner le dos à cette aberration qui fait que trop souvent, celui qui ne fait aucun effort est plus aidé que celui qui veut s'en sortir ou que celui qui travaille. Je reçois chaque jour dans ma permanence parlementaire de Romorantin, et nous en parlons si souvent avec toi, chère Jeanne Langeau, des Français qui n'en peuvent plus de l'absence d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Je pense en cet instant à l'un d'entre vous, Teddy, qui me disait encore récemment « Guillaume, quand je travaillais, je gagnais moins que celui qui ne travaille pas. » Oui, parce que, avec son salaire de 1 400 € net, Teddy sait qu'il gagne presque moins qu'un allocataire du RSA qui touche 800 € avec son allocation logement. Moins? Oui. Parce que Teddy travaille. Et parce que Teddy travaille, il se lève tôt le matin. Et parce que Teddy travaille, il doit employer une nourrice pour faire garder ses enfants. Et parce que Teddy travaille, et vous le savez bien ici, dans le Loir-et-Cher, il doit prendre sa voiture qui coûte si cher pour aller travailler. Nous allons devoir, ensemble, mettre fin à cette immense injustice et dire à nos compatriotes, à l'ensemble du peuple français, que la valeur travail doit redevenir la valeur cardinale de la société française. Car aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les Français sont victimes d'une double injustice. D'un côté, le poids très socialiste des normes, des réglementations, des charges, des taxes et des impôts. De l'autre, le piège très mondialiste d'un libre-échange absolu, d'un capitalisme fou qui dérégule, qui ouvre les frontières à tous les vents sans aucune contrepartie et qui laisse la part belle à la finance, à la spéculation, à cette course effrénée de la seule logique du profit et de la rentabilité. Au fond, contre la folle lutte des classes espérée par quelques-uns et contre la loi de la jungle promise par quelques autres, notre politique doit viser à réconcilier l'entrepreneur et le travailleur et à remettre au cœur de la société française la valeur du travail. Je veux être le député du travail, je veux être aussi pour vous le député de la laïcité. Je dédie cette cérémonie des vœux à toutes nos forces de sécurité, à ceux qui nous protègent et qui nous secourent, toujours au péril et parfois même au sacrifice de leur vie. Nous avons la chance de vivre dans un pays, la France, qui a inventé la laïcité qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Mais que s'est-il passé pour que nous en arrivions là, à vivre aujourd'hui dans une France devenue une nation divisée?
tout le démontre au quotidien. Et trop de lâcheté ont conduit à l'essor des pires communautarismes et au détricotage de notre nation. Car ce qui se déroule sous nos yeux relève de l'inacceptable. Et je ne veux pas être de ceux qui transmettront à nos enfants un pays fragmenté. Inacceptable, ai-je dit. Oui. Je n'exagère pas. Je ne force pas le trait. Je dis juste ce que nos compatriotes voient au quotidien. Que l'islam politique progresse. Que l'islam politique est aujourd'hui notre adversaire. Au nom des Français, au nom de tous les Français, au nom bien sûr aussi des Français musulmans qui nous pressent d'intervenir, il est urgent d'agir. Car il est inacceptable que dans des quartiers entiers de la République, des familles soient contraintes de partir parce qu'elles sont juives. Il est inacceptable que dans des écoles de la République, des professeurs ne puissent plus enseigner librement la Shoah. Il est inacceptable, comme vient de le révéler le ministère de l'Intérieur, que plus de 150 quartiers de la République soient aujourd'hui sous l'emprise de l'islam radical. Il est inacceptable que dans des hôpitaux, des femmes et des hommes refusent d'être soignés par des médecins ou des infirmiers parce qu'ils sont de sexe opposé. Il est odieux qu'un journal tel Charlie Hebdo soit victime d'un attentat parce que ses membres ont usé de leur inaliénable liberté d'expression. Je suis, vous le savez, un Français catholique. Et j'ai parfois pu être heurté dans ma foi par quelques caricatures. Et il en est même pour lesquelles, je l'ai dit, je n'ai pas ri. Mais je place bien au-dessus de ces quelques blessures le droit aux caricatures. Je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature. Chacun dans notre pays doit accepter la critique, l'irrévérence, l'impertinence. Et face aux argousins des replis de l'âme qui voudraient nous enfermer dans leur prison de certitude, il ne faut plus jamais flancher. Car l'heure est grave et la France est aujourd'hui dans une situation d'urgence absolue. La République ne doit plus rien céder. La République ne doit plus rien négocier. J'ai proposé à l'Assemblée nationale que la laïcité devienne le 4e pilier de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour dire à tous ceux qui sont sur notre territoire que la laïcité n'est plus une valeur négociable. Je veux que partout et pour tous s'impose le principe de bon sens suivant. Si la loi doit protéger la foi ou l'absence de foi, la foi, quant à elle, ne doit jamais dicter la loi. C'est au prix de cette fermeté et de cette autorité que nous pourrons refaire de la France le grand pays de l'unité nationale. Le député du travail, le député de la laïcité, enfin, je veux être pour vous le député de la réconciliation des territoires. Je dédie cette cérémonie des vœux à tous les habitants de la France des provinces. Je suis moi-même un habitant de la France périphérique, un élu du monde rural, un député de la nation. Mais je m'assume tout particulièrement comme le député de cette France des provinces majoritaire, oubliée et silencieuse. Je l'ai si bien compris au printemps 2014, lorsque je fus élu maire de Nain-sur-Beuvron. La plus grande révolution politique de ce début de siècle, c'est probablement qu'il existe une prise de conscience qui conduit enfin à comprendre qu'il existe une autre France que celle vantée par nos élites et par les hauts fonctionnaires. Nous devons tout repenser de l'aménagement des territoires. Et je n'oublie pas que Nicolas Sarkozy mit en place les zones de revitalisation rurale qui créèrent tant d'emplois dans nos territoires. Oui, nous devons défendre nos écoles rurales, nous devons défendre nos services publics, nous devons défendre nos gendarmes, nous devons défendre nos hôpitaux de proximité et nous devons dire à ceux qui nous gouvernent qu'il est temps d'installer dans nos territoires ruraux de jeunes médecins parce que nous avons nous aussi le droit de nous soigner. Nous avons nous aussi
le droit de défendre notre vie et de rappeler que nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, d'autant que pour la première fois depuis un siècle, selon l'INSEE, depuis 2016, nous sommes redevenus majoritaires. 51% des Français vivent à nouveau dans des communes de moins de 10 000 habitants, qu'elles soient rurales ou périurbaines. Majoritaires, mais abandonnés. Et j'en conclurai par là. Cher Nicolas, cher Loir-et-Cherien, la France se meurt d'être devenue injuste. D'un côté, les premiers de cordée, qui semblent trop souvent tout confisquer. De l'autre, les derniers de cordée qui semblent bénéficier de largesse sociale sans aucune contrepartie. Entre les deux, les milieux de cordée. La France des classes moyennes, toujours trop riche pour être aidée, toujours trop pauvre pour être aisée. Là est mon combat. 70% des Français qui n'en peuvent plus de ne jamais être récompensés à la hauteur de leurs efforts. Une certaine droite a voulu préserver les privilèges de quelques-uns. Une certaine gauche a voulu protéger l'assistanat de quelques autres. Il est temps de bâtir un grand mouvement populaire. Il est temps de rassembler toutes les classes moyennes, tous les Français, tous les milieux de cordée devenus les premiers de corvée. Il est temps de fédérer tous nos compatriotes de droite, de gauche et d'ailleurs, tous les républicains des deux rives qui s'inquiètent légitimement des trois grands défis du siècle dont je viens de vous parler, le mépris de la valeur travail, le danger de l'islam politique et un centralisme technocratique qui bride nos provinces. Et si parfois vous doutez, si parfois vous êtes tenté de baisser les bras, n'oubliez jamais qu'il existe toujours et sans cesse un immarcessible miracle français. Quand, le 15 avril 2019, en début de soirée, nous avons découvert les flammes embrasant Notre-Dame de Paris, chaque cœur de France a pleuré. Le deuil, la colère, les esprits abattus, la flèche qui s'effondre, la cendre qui nous recouvre. L'inconsolable sidération d'un traumatisme national devenu mondial. Pourquoi? Parce que nous avions peur, à juste titre, de perdre en quelques heures ce que nos prédécesseurs avaient bâti en près de 1000 ans. Et puis soudain, des pompiers qui, valeureux, s'avancent, parviennent à circonscrire le feu redoutable. Les tours en beffroi qui restent debout, la tunique de Saint-Louis et la couronne d'épines enfin sauvées. Un peuple en prière et en silence qui enveloppe Notre-Dame de Paris, devenue Notre-Dame de la Nation et Notre-Dame de France. Le voilà, le miracle français. C'est quand tout semble perdu que tout renaît. Divisés, abattus, nous pouvons tout perdre. Mais unis, nous sommes capables de renaître, de transmettre et de faire fructifier notre héritage et de reconnaître que nous sommes tout à la fois des héritiers et des bâtisseurs. Oui, à travers l'épreuve de Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, c'est notre vocation qui sont convoquées par les dieux. N'aimer que le passé, ne rêver qu'à l'avenir, ni l'un ni l'autre, nous avons besoin des deux. C'est à notre génération qu'il revient d'écrire l'histoire de France et d'emmener haut, loin et fort l'ensemble du peuple français. Alors oui, comme Nicolas Sarkozy, soyons sans cesse en mouvement. Comme Nicolas Sarkozy, soyons audacieux. Comme Nicolas Sarkozy, soyons libres, soyons fiers, soyons forts, soyons même impertinents. Comme un certain Savinien de Cyrano de Bergerac, qui nous montre le chemin depuis plus de 100 ans sur toutes les estrades de France et du monde, en disant: dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers,
se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. S'aller faire nommer pape par des conciles, que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non merci. Être blême, calculer, avoir peur, préférer faire une visite qu'un poème? Non merci. Non merci. Non merci. Mais chanter, rêver, rire, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers? Oui, tout est là. C'est l'impertinence qui mène à toutes les audaces, celle de rendre un jour à son pays ce qu'il vous a donné. Rien ne se perd et tout se crée quand un peuple se redresse pour transmettre ce qu'il a reçu en héritage. Oui, la France est une éternelle espérance. Vive le Loir-et-Cher, vive Nicolas Sarkozy, vive la République et vive la France!